Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la Müsterland Giro. Alors aujourd'hui, il n'y aura pas de débrief de la Croix-Race, tout simplement parce que la course a été quand même très particulière. Au départ, on devait partir sur une course de 140 km, 150 km qui a été extrêmement réduite à 90 km. Et en plus, dans ces 90 km-là, les 10 derniers kilomètres étaient neutralisés. C'est-à-dire que les temps n'étaient pas, les écarts n'étaient pas comptés, ce qui a donc été un grand avantage pour Brandon McNulty, qui au final s'impose sur cette étape-là. Ça a été assez. Il n'y a pas une organisation terrible dans les groupes derrière. McNulty qui était parti à 35-40 bornes de l'arrivée a réussi à rester devant. On peut saluer quand même le top 10 aujourd'hui de Warren Barguil. Mais voilà, une étape qui était quand même très particulière. Donc on reviendra sur la Croix-Race plus tôt demain. Demain, on parlera également de Paris-Tours avec la présentation du parcours de l'édition 2024. Donc aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur la Müsterland Giro, donc cette course allemande. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et puis plus vous cliquez rapidement sur une miniature, sur une notification, plus la vidéo est mise en avant par YouTube. Et donc je remercie les gens qui font cet effort-là. Müsterland Giro, c'était une édition. C'est toujours une course assez particulière parce que on est sur un parcours qui est légèrement vallonné et on a surtout une course où dans le final c'est très dur de s'organiser. Le circuit autour de la ville d'arrivée, il est extrêmement autour de Münster, il est extrêmement compliqué. Parce que vous avez énormément de virages, vous avez une section pavée, il est assez court, hein, il dure 4 km, 5 km seulement. Donc on a vu certaines éditions où les coureurs n'arrivaient pas vraiment à revenir. Ça reste une classique de fin de saison, donc certains coureurs sont quand même un peu sur les rotules. Là, elle était importante cette course-là, parce que je pense que certains vont faire Paris-Tours. C'est vrai que cette année, il n'y a pas Paris-Bourges. Ni le Tour de Vendée. Donc c'est vrai que normalement on faisait Tour de Vendée, Paris-Bourges, Paris-Tours parfois. On faisait au moins un Tour de Vendée ou Paris-Bourges avant Paris-Tour. Là c'est vrai que cette année c'est un petit peu atypique du fait que Paris-Bourges ne sera plus une course professionnelle et que le Tour de Vendée a été annulé en cette année 2024. Donc il y avait la possibilité d'aller sur Binche. Il y avait la possibilité également d'aller sur cette Müsterland Giro en Allemagne pour les coureurs qui n'étaient pas sur la Croix-Race et qui ne sont pas encore en Italie également, pour les équipiers qui ne sont pas encore sur le Tour de Lombardie et les classiques italiennes, les semi-classiques italiennes de fin de saison, qui ne sont pas non plus en Malaisie pour le Tour du Langkawi. Donc du côté de cette édition de la Müsterland Giro, c'était la dernière course en carrière d'un certain Simon Geschke, 14e du dernier Giro, Simon Geschke, le coureur allemand, sympathique coureur allemand à la grosse barbe, avec Geoffrey Soupe, c'était les deux barbus du peloton, passés les deux chez Cofidis. Et bien voilà, c'est un coureur qui aura été un super équipier, Simon Geschke, un coureur également très bon baroudeur, parce qu'il a quand même remporté quelques belles courses dans sa carrière, notamment sur les grands tours. Et puis il aura apporté à la fois à Cofidis, à la fois à Sunweb également, à ces deux structures où voilà, son travail d'équipier, notamment aussi autour de Tom Dumoulin, notamment, a été très important. Donc voilà, je voulais souligner la retraite de Simon Geschke, coureur important. Et puis ça a été un coureur important aussi pour l'Allemagne, à une période où l'Allemagne, il y avait certes Tony Martin, mais il n'y avait pas non plus 150 000 coureurs. Hein. C'est vrai que l'Allemagne a été très présente dans le cyclisme, années 90, années 2000, où il y avait beaucoup de coureurs allemands. C'est quand même moins le cas aujourd'hui. C'est vrai que Simon Geschke a réussi à être à un bon niveau à une époque où l'Allemagne était un peu moins présente, notamment chez les grimpeurs. Et c'est vrai que maintenant vous avez Lipovitz, vous avez Lennart Kemna,
Notamment, ça les a peut-être inspirés de voir Simon Geschke performant dès ses premières années de carrière. Donc voilà. Et en plus, il arrive à finir sa carrière en Allemagne avec un coureur qui, en plus, dans son équipe, fait un bon résultat. Donc ça, c'est très satisfaisant. Que dire d'autre? C'est une course qui a été assez animée. Il y a eu, en fait, il y a eu une échappée qui est partie assez vite, une échappée de 5 concurrents. Et puis derrière, dans les 60 derniers kilomètres, il y a eu beaucoup d'attaques, notamment Intermarché, mais surtout la Lotto qui a beaucoup tenté. C'est vrai qu'ils ont beaucoup essayé, ça n'a pas marché au final. On y reviendra. Et donc à la fin, on s'est retrouvé avec un gros peloton. Moi, des éditions que j'ai vues de la Musterland Giro, j'avais jamais vu même un aussi gros peloton dans le final de cette course, parce que souvent c'était à des pelotons un petit peu plus petits. Là, il y avait vraiment un très gros peloton. Et puis dans ce parcours qui est assez technique, eh bien, il y a eu une chute sous la flamme rouge quasiment, qui a embêté quelques coureurs, je pense, qui ont été ralentis. Et ce qui fait qu'on a eu une belle cassure et qui a permis d'avoir un sprint plutôt fluide avec un Jasper Philipsen qui a bien réussi à prendre la route Jordi Meeus et à s'imposer. Aujourd'hui, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Les coureurs au top, on commence par le vainqueur du jour, Jasper Philipsen. Alors elle est difficile la saison de Jasper Philipsen parce que d'un côté, il a gagné Milan-San Remo. Il a quand même remporté des courses cette année, Jasper Philipsen, et notamment donc Milan-San Remo, son premier monument cette année. 3 victoires d'étape sur le Tour de France aussi, du côté de Jasper Philipsen, mais dans ce match face à Tim Merlier et même face à Jonathan Milan, il n'a pas réussi à battre Tim Merlier. Ça a été sa bête noire cette année. Ça a été vraiment l'adversaire, sa kryptonite, un petit peu Tim Merlier. Mais l'année est plutôt bonne, je dirais. Alors, il a dû un peu moins gagner que l'année dernière. Je vais vérifier ça. Tim Merlier, Jasper Philipsen, l'année dernière où il était à 19 victoires, cette année il en est à 9. La différence quand même aussi, c'est qu'il a moins couru que l'année dernière. L'année dernière il était à 65 jours de course, cette année il n'en a fait que 55 pour le moment. Il va peut-être bientôt arriver aux 500 jours de course en carrière même, Jasper Philipsen, au niveau des statistiques, et déjà 65 victoires pour lui. Mais si on enlève la saison 2023 qui avait été exceptionnelle en termes de résultats, où il était à 19 victoires, il a dominé en 2023. 2024 est en fait 9 victoires, ce qui est similaire à 2022 et 2021, où il avait également remporté 9 victoires. Donc c'est pas une mauvaise saison du côté de Jasper Philipsen, mais il y a eu Merlier, il y a eu Jonathan Milan qui ont été très forts dans l'exercice de sprint. Et puis encore une fois, il a développé encore plus ses qualités pour moi sur les classiques, parce qu'il y a également encore une deuxième place sur Paris-Roubaix, 15e quand même à travers la Flandre, qui n'est pas forcément la course qui lui correspond le mieux sur les classiques flandriennes. Donc c'est vraiment un coureur qui pour moi a énormément progressé dans ce domaine-là, mais c'est vrai que Merlier a à chaque fois été très fort. Il a réussi souvent à trouver l'avantage. Il l'a battu notamment au championnat d'Europe, mais il l'a battu quasiment tout au long de la saison, ce qui rend peut-être son année un petit peu décevante. Mais pour moi, elle ne l'est pas, encore une fois. C'est juste qu'il est revenu un petit peu plus dans la norme que les années précédentes. Et puis, encore une fois, des bons résultats sur les grandes classiques. Certains disaient ça va lui faire du bien, la fin de saison n'a pas été exceptionnelle. Bon, la fin de saison, quand même, depuis l'après-Tour de France, une victoire sur le René 8 Tours, deuxième place. Vainqueur du classement par points en plus sur cette course, 7ème de la BMR Classic, 4ème du championnat d'Europe, 3ème de la Championship van Vlaanderen, 4ème de Binche, vainqueur de la Sparkassen Musterland Giro. Je dirais que c'est quand même pas mal du tout pour le coureur de l'Alpecin qui a renouvelé son contrat jusqu'en 2028. Donc non, je pense que la saison est plutôt bonne. Moi j'ai bien aimé son sprint aujourd'hui, je vous le dis, vraiment j'ai trouvé que c'était très intelligent la manière dont il a fait. Il était seul dans le final parce qu'une partie de son équipe avait été gênée par la chute
au niveau de la flamme rouge juste avant ce dernier kilomètre. Donc il a dû se débrouiller un petit peu seul. Et c'est vrai que je me disais, d'un côté il y a la Lidl Trek qui est plutôt bien en place. Vous avez également la Red Bull Bora. Il va falloir réussir à jouer entre ces deux trains. Et au départ, il est derrière le train de la Lidl, mais il n'est pas super bien placé. Il est un peu gêné par Max Walscheid. Il va aller plutôt vers le train de la Red Bull Bora. La Red Bull Bora qui va tasser quand même assez fortement les coureurs de la Lidl Trek. Ce qui fait que même Teutenberg finit seulement 16e aujourd'hui parce qu'ils ont été extrêmement tassés, notamment par Van Poppel. Qui a fait un petit mouvement qui était limite, parce qu'il s'est quand même un peu rabattu sur eux. Et Jordi Meeus, quand il lance son sprint, il lance un sprint, mais c'est pas exceptionnel du tout le sprint de Jordi Meeus. Et Philipsen, lui, qui a bien pris le sillage de Jordi Meeus, eh bien, s'en est servi comme d'un poisson pilote, et ensuite il l'a déposé véritablement. Et Jordi Meeus, qui lui a eu du mal à finir, avec Milan Fretin qui revenait du côté de ce sprint. Donc c'est vrai que Jasper Philipsen, en plus aujourd'hui, il n'a pas eu un train qui était au-dessus du lot. Il a réussi à se débrouiller avec un train qui n'était pas supérieur aux autres. Et ça, j'ai trouvé que c'était une très bonne chose pour le coureur belge. Donc il finit. Je ne sais pas s'il va encore courir, Philipsen. Je ne suis pas sûr. Il y a peut-être Paris-Tours. Si, il fait encore Paris-Tours, Philipsen. Peut-être une course intéressante, mais là, pour cette avant-dernière course de l'année, je pense, parce que je ne pense pas qu'on le reverra sur les classiques, semi-classiques italiennes ou en Chine, notamment en fin de saison, eh bien, je trouve que voilà, c'est plutôt une bonne note pour clôturer cette saison. Ce sprint, il peut le revoir en vidéo, ça peut vraiment lui servir pour l'année prochaine, parce qu'il a démontré aujourd'hui qu'il pouvait sprinter sans forcément avoir un train extrêmement bien placé dans le final. Deuxième coureur top, c'est Milan Fretin. Belle année quand même de Milan Fretin. Avec Agnokolski ou Agnoloski, on ne sait toujours pas comment on va le prononcer, qui est fini 14e. C'est vrai que ces deux coureurs qui, je pense, n'ont pas été recrutés avec des énormes salaires, parce que lui il vient de la Flanders baloise, Agnokolski vient de Human Powered Earth. Pour moi, c'était des bons choix, ces deux coureurs-là. On en avait parlé lors de la présentation de l'année. J'avais dit c'est plutôt des bons choix parce que Milan Fretin était plutôt l'un des coureurs les plus performants de la Flanders baloise, Jan Olkowski. Je sais qu'il était capable de faire des très bonnes choses chez Human Powered Earth. Et c'est vrai que la saison de Milan Fretin est excellente. Alors il finit bien lui aussi, il fera encore Paris-Tour, il fera également les Great Tour of Gandhi pour tenter de marquer des points, je pense UCI du côté de Cofidis, parce qu'on sait que il faut qu'ils marquent des points. Ils sont 19e pour le moment, Cofidis. Et c'est vrai que Milan Fretin, du côté de cette... il a fait 3e là, 3e à Binche, il avait fait 3e déjà à Paris-Cheny fin septembre, 4e du Grand Prix de Fourmies. Donc c'est plutôt une fin de saison intéressante. Moi je suis un peu déçu, je l'aurais bien vu sur un grand tour cette année à Milan Fretin. Je pense que ça aurait été intéressant de le mettre peut-être sur la Vuelta, vu qu'en plus il n'y avait pas une grande densité et que Brian Cocard n'a pas forcément fait grand chose. C'est vrai que c'est un peu ce qui me manque du côté de Milan Fretin, mais 4e d'une étape du Tour de Lander, 4 et 5 sur 2 étapes de l'UAE Tour, alors qu'il était tombé en début du UAE Tour, 5e du circuit de Wallonie, sur les 4 jours de Dunkerque, il avait été très bon derrière Sam Bennett. Donc voilà, il a réussi à être performant, notamment sur ses classiques belges, ces classiques de Coupe de Belgique, il a été bon également. Là aujourd'hui sur cette Parc Hassan Musterland Giro, ce qui fait quand même 125 points UCI. Cette année, il a quand même récolté 850 points UCI, Milan Fretin. C'est chez Cofidis, si je regarde, il doit avoir l'un des totals les plus importants. Alors, si je regarde points, voilà, hop. Milan Fretin, c'est le deuxième total le plus important derrière Axel Zinglet. C'est-à-dire qu'il a marqué plus de points de Brian Cocard que Guillaume Martin, que Yoni Aguirre. Donc c'est vraiment pas mal. Brian Cocard qui n'a pas prévu de faire Paris-Tour pour le moment dans son programme. Il a fini pour le moment à la Super 8 classique et je ne sais pas s'il continuera à courir après, parce que l'année dernière il avait fait Paris-Tour. Il avait fini avec cet enchaînement Tour de Vendée, Paris-Bourges, Paris-Tour. Mais là cette année, je ne sais pas s'il fera la même chose. Brian Cocard qui aura eu une saison très décevante malgré sa victoire sur le Tour de Suisse cette année. Et donc Milan Fretin, je trouve que c'est un bon résultat pour le coureur français.
pour le coureur belge, pardon, avec une belle année, voilà, une belle année, et il conclut bien, c'est-à-dire qu'il a bien tenu, alors il a un peu moins de jours de course que d'autres, hein, il est aussi à 55-56 jours de course, mais voilà, c'est plutôt très bien ce qu'il a fait. Puis je termine avec Max Walscheid, chez Jayco Alula, Max Walscheid, qui était utilisé jusqu'à maintenant comme poisson pilote de Caleb Ewan. Je me dis, quand on voit sa fin d'année, ça va peut-être faire réfléchir, parce que c'est vrai que sur le Giro notamment, c'était le poisson pilote, enfin il était membre du train de Caleb Ewan. Le début de saison aussi, il a surtout eu un rôle d'équipier. Et sur cette deuxième partie d'année, hein, depuis le mois de juin, il est beaucoup plus leader dans sa formation. Et bien, il y a quand même une victoire sur le Tour de Slovaquie, quatrième du prologue du Tour d'Autriche. Bon, ensuite, il a abandonné. Sur le Tour d'Allemagne, ça a été plus compliqué, mais il fait troisième d'une étape du René Wee Tour, deuxième des championnats d'Europe sur le contre-la-montre par équipe mixte, vainqueur du Omloop van het Outland, dixième de la Bet City Efstelden Race, remporté par Taco van der Horn. On n'en a pas parlé de cette course hier, mais le retour à la gagne de Taco van der Horn qui fait beaucoup de bien. Et donc là, cinquième de cette Sparkassen Müsterland Giro. En plus, c'est un coureur qui connaît bien l'Allemagne parce qu'il est passé dans des équipes, le team Scholting par exemple, qui doit être autrichien, mais il est passé surtout par le team Kyota Lotto, maintenant Lotto Carnaos, qui est une équipe allemande, et Stolting était bien allemand, où il a côtoyé notamment Phil Bauhaus aussi dans cette période-là. Forcément, il est allemand, donc forcément, il connaît un petit peu le cyclisme allemand, mais certains ont quitté assez vite les girons des équipes allemandes. Ensuite, il a fait Giant, QBK, NTT, Cofidis, Jayco. Mais là, c'est vrai que ça va faire réfléchir, je pense, son équipe, parce que vu la fin d'année, on voit que quand on lui donne les clés du camion, ça se passe plutôt pas trop mal pour le très grand coureur allemand. Et bon, on peut pas dire que Caleb Ewan ait fait une grande année 2024. Jusqu'à maintenant, Caleb Ewan, oui, 236e au classement Pro Cycling Stats, 420 points UCI récupérés, principalement sur la première partie de saison, parce que la deuxième partie d'année a été beaucoup plus compliquée malgré sa victoire sur le Tour de Burgos. Donc voilà, c'est vrai que l'année de... Je m'attendais à un peu mieux même de Caleb Ewan, et je me dis que Walscheid, ça peut être une bonne solution pour cette équipe Jayco Alula, pour réussir à avoir des bons résultats, pourquoi pas l'année prochaine sur certaines courses, et marquer des gros points ECI, parce que si certaines équipes se réveillent, eux ils sont pas encore totalement protégés au niveau statut World Tour. Donc ça serait bien de ne pas se rater sur la dernière année, et c'est vrai que Caleb Ewan n'est pas exceptionnel. Alors vous avez Groenewegen, mais c'est bien d'avoir un deuxième coureur, une deuxième carte. Je pense que Walscheid, il va falloir lui faire plus confiance, parce qu'on voit qu'il est capable de tenir des résultats sur des courses de ce niveau Pro Series ou sur des petites épreuves World Tour également. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Je commence du côté des bonnets d'âne avec Arnaud Delis, et j'ai envie de dire en fait un peu la stratégie de la Lotto. Alors je comprends, on va dire un petit peu l'idée du côté de la stratégie de la Lotto d'essayer de durcir la course. Mais déjà, pour durcir la course sur cette épreuve-là, il ne faut pas attendre les 60 derniers kilomètres. C'est trop tard. S'il voulait durcir, il fallait durcir dès le début de journée. Il fallait imposer un rythme assez sens. Avec Intermarché, il l'a un peu fait en essayant de rouler un petit peu fort. La Lotto, elle décide d'accélérer très fort. Entre, je dirais, 60 km de l'arrivée et 30 km de l'arrivée, essayer de relancer beaucoup, mais c'était trop tard à ce moment-là. Parce qu'en fait, pour vous expliquer un petit peu le parcours de cette Sparkassen Müsterland Giro, vous avez un début de course, même s'il y a une petite bosse d'entrée qui est assez plat. Ensuite, vous avez un milieu de course qui est très dense avec pas mal de petites bosses. Et les 40-50 derniers kilomètres sont de nouveau plats, avec notamment le circuit final très technique dans Munster. Donc c'est vrai que la stratégie de la Lotto, la manière dont ils l'ont fait, c'était mal fait. C'est-à-dire, encore une fois, en regardant la topographie du terrain, si tu voulais vraiment durcir la course, il fallait le faire dans cette partie centrale de la course. Sauf qu'à ce moment-là, le rythme n'était pas si élevé que ça. Et je trouve qu'ils ont un peu trop attendu du côté de la Lotto. Ils ont accéléré surtout en fin de course. Et là, c'était trop tard du côté de la Lotto. Et c'est surtout que ça a consommé pas mal de coureurs. Ce qui fait qu'ensuite, Arnaud Delis se retrouve seul. Et Arnaud Delis seul,
on l'avait vu sur le dernier Tour de France, c'est pas forcément là où il est doué, Arnaud Delis. Il faut plutôt qu'il soit lancé correctement, qu'il ait du monde autour de lui dans les derniers kilomètres, parce que c'est pas le meilleur coureur pour frotter. Et quand il se retrouve en deuxième épaisseur, Arnaud Delis, il arrive rarement à trouver la solution. À chaque fois quand Arnaud Delis gagne, c'est qu'il commence son sprint en première position, c'est-à-dire que c'est le sprinter qui est le mieux placé, ou deuxième ou troisième. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais vu gagner un sprint, ou j'ai pas souvenir de l'avoir vu gagner un sprint en partant sixième, septième derrière des adversaires. Donc il faut du monde autour de lui. Donc quand tu commences à voir que tu n'arrives pas à durcir la course, faut faire différemment. Il fallait peut-être durcir seulement autour de Münster pour essayer de garder la première position du peloton, essayer de prendre les virages rapidement pour potentiellement créer des chutes et des cassures, ce qui pouvait être une stratégie. Mais là, je trouve que oui, alors la stratégie, la manière de faire autour d'Arnaud Delis fait que il se retrouve très seul. Donc à 2 tours de l'arrivée, déjà, il est très mal placé, Arnaud Delis. Et ensuite, il n'arrive jamais à trouver la solution. Autant, notamment, Guermeil, Intermarché, arrive à le remonter à plusieurs reprises, alors que à des moments, il était mal placé. Même s'il n'a jamais été dans le bon timing, Binyam Guermeil. Autant lui, Arnaud Delis, s'est retrouvé extrêmement seul dans le final, et ça lui coûte très cher. Et en plus, on a rarement, encore une fois, des éditions que j'ai vues de cette Mustang Giro, j'ai rarement vu autant de coureurs dans le final. Et pourtant, ils faisaient pas un temps caniculaire, ils faisaient pas si beau temps que ça. Bon, même s'il y a des moments, il y avait des beaux rayons de soleil, il n'y a pas eu de pluie sur cette épreuve, mais c'est vrai que il y avait des conditions que ne pas si exceptionnelles, si bonnes que ça pour un mois d'octobre, du côté de cette épreuve. Et, donc c'est vrai qu'on aurait peut-être pu, si on avait durci un petit peu plus tôt, peut-être que ça aurait fonctionné du côté de la Lotto. Mais surtout, il fallait le faire plus tôt dans le parcours. Tu ne pouvais pas attendre autant de temps que ça pour lancer. Et puis Arnaud Delis, il va falloir qu'il travaille sur cette capacité à frotter, notamment dans les sprints, quand il n'est pas forcément très bien placé. Parce que souvent, quand il n'est pas bien placé, je trouve que en termes de sprint, c'est pas ça du côté d'Arnaud Delis. Et je pense que, de toute façon, Arnaud Delis est un coureur qui est encore perfectible. Ça reste un jeune coureur, Arnaud Delis, donc c'est normal, même s'il a des grandes qualités de puissance. Mais je pense que c'est un coureur qui doit encore, s'il veut passer un cap dans les sprints, et notamment dans les gros sprints massifs, si c'est son objectif de course, il va falloir travailler sur cette capacité qu'il a à frotter, vraiment. Parce qu'on s'aperçoit que de plus en plus dans les sprints, en ce moment, on n'a pas forcément un train qui domine. C'est rare quand on a vraiment un train qui arrive à dominer sur les 4-5 derniers kilomètres. Souvent, c'est assez disparate. Il y a plusieurs équipes qui arrivent à être à l'avant de la course. Et forcément, ça veut dire qu'un Arnaud Delis ne peut pas toujours avoir une situation très claire devant lui, où, encore une fois, il fait partie des 3 meilleurs coureurs les mieux placés. Donc, il va falloir travailler là-dessus. Deuxième bonnet d'âne du jour, donc après la Lotto et Arnaud Delis. Bon, Jason Tesson, 17e aujourd'hui, pas bien placé du côté de la Total, c'est-à-dire que la Total Energy n'avait pas forcément beaucoup de coureurs en stock aujourd'hui dans le final, mais ils ont Lorenzo Manzin. Je trouve qu'on a très mal utilisé Lorenzo Manzin. À 4 km de l'arrivée, il n'y a plus que Lorenzo Manzin et Jason Tesson. Comment ça se fait que Lorenzo Manzin se retrouve en 4e position dans la file des coureurs, quoi. Il est dans les 4-5 premiers du peloton. Forcément, à 4 km de l'arrivée, ça veut dire qu'il ne pourra pas aider Jason Tesson dans les derniers kilomètres. Et le problème, c'est que Jason Tesson, il est tellement tombé ces derniers... Enfin, il est quand même beaucoup tombé, et puis il y a eu quand même pas mal d'échecs cette année, que s'il n'est pas bien positionné, ça ne peut pas le faire. Et je pense qu'on aurait dû utiliser Lorenzo Manzin différemment, mais Total Energy n'a pas forcément une culture du sprint. Vous savez que Total Energy a quand même eu, que ce soit Total Energy, Europcar, Bouygues Télécom, les ancêtres, ils ont eu quand même pas mal de bons sprinteurs dans cette formation, pas mal de coureurs avec des bonnes pointes de vitesse, presque même en ce moment la période la plus calme dans ce domaine-là. On se souvient notamment de Nicolo Bonifacio, mais il y avait eu De Ketteleu également du côté des Belges.
Et c'est vrai qu'ils n'ont pas cette culture-là du sprint. Il y a eu Adrien Petit aussi, Brian Coquin. Mais ils n'ont pas forcément la culture du sprint chez Total Energy, enfin chez Jean-René Bernaudot. Souvent, dans les équipes de Jean-René Bernaudot, on a eu des sprinteurs qui n'étaient pas forcément très bien entourés. Voilà, ça a souvent été le cas. Et c'est vrai que pour un sprinter dans cette formation, c'est pas si évident que ça. Jason Tesson en fait les frais. C'est vrai que, j'ai dit que les résultats étaient moins bons pour Jason Tesson, je m'attendais à mieux pour lui par rapport à ce qu'il faisait chez Saint-Michel Aubert 93. Mais il faut bien le dire aussi que rarement il a été extrêmement bien entouré sur les 2 saisons pour le moment qu'il a passé chez Total Energy. Le chaton a décidé de rentrer dans la litière, je vous préviens, il est 19h20. Donc vous allez peut-être entendre des bruits de chatons qui décident de gratter dans la litière. Mais du côté de Jason Tesson, c'est vrai que je m'attendais à un peu mieux. Alors il a encore quelques courses pour faire ses preuves. Paris Tour, le Tour of Tay ou Lake. Mais je rappelle que c'est un coureur qui n'a pas de contrat pour l'année prochaine, Jason Tesson. Et que vu le recrutement qu'a fait Total Energy, je pense qu'il n'aura pas un renouvellement de contrat. Que Total Energy a recruté pas mal de jeunes coureurs. Et je pense que ça va être compliqué pour Jason Tesson. Donc il va falloir se proposer dans une autre formation. Mais où est-ce qu'il faut redescendre d'un étage ou de 2 étages, aller en continental, retourner en continental, mais ce qui serait un petit peu un recul pour lui. Trouver un contrat dans une équipe de 2e division, mais aujourd'hui, dans les top formations de 2e division, ça n'a pas forcément été évident. Donc il faut peut-être aller dans des équipes espagnoles, par exemple. Dans des équipes par exemple belges aussi, c'est peut-être là où il peut y avoir un intérêt pour le moment. Et puis en World Tour, vous pouvez être intéressé par un profil comme Jason Tesson, mais pour un rôle d'équipier, pas dans un rôle de leader. J'imagine par exemple la Groupama DJ pourrait se dire on a tenté Marc Sarrault, on pourrait tenter Jason Tesson. Autour de Paul Penouet. Donc ça pourrait être une idée. Ça reste quand même un coureur qui l'année prochaine aura 27 ans, qui a eu 2 saisons pas exceptionnelles gérées chez Total Energy. On a vu peut-être un peu les limites du coureur. Donc maintenant, il va falloir voir sur quelle formation pourrait être intéressée, encore une fois, par Jason Tesson l'année prochaine, mais pour le moment il n'a pas de contrat. Et puis après il faut aussi encore avoir l'envie, ça c'est après un autre paramètre, parce que des fois vous pouvez avoir les propositions mais pas forcément avoir l'envie. Donc on verra ce que ça va donner pour le coureur français, mais c'est pas avec les résultats de cette Musterland Giro et puis même ces derniers résultats, parce qu'en fait à part sa 5e place sur Paris-Cheny, sur le Tour de l'Ain il prend une seule 7e place, Tour du Poitou. Son meilleur résultat, c'est 11e sur l'étape de Fontenay-le-Comte à Poitiers, 16e du Kampioenschap van Vlaanderen et du Grand Prix d'Isberg, donc c'est pas exceptionnel, 10e du Umlaut van het Outland, et puis 2 abandons à la Polynormande et autour de Leuven. Donc c'est vraiment pas exceptionnel, et cette année, c'est 481 points UCI marqués. Donc pour une équipe comme Total, c'est trop léger. Surtout quand vous avez plutôt un statut de leader. Donc maintenant il va falloir voir ce qu'il va réussir à faire. Est-ce qu'il va réussir à sauver sa tête grâce à Paris Tour et Tour of Tay ou Lake? Je pense que ça risque d'être un petit peu compliqué, même s'il sera très motivé, je pense, par Paris Tour, parce qu'on rappelle que sa victoire en 2024 c'était sur la route Tour-Angèle, la manche de Coupe de France. Donc je pense qu'il aime cette région là vu qu'il est né du côté d'Angers, donc ce qui est pas très loin au final de Tours. Vous le voyez quand vous regardez les vidéos d'Amixem. Et puis on termine avec Arnaud Démare. Je dirais qu'on n'a pas vu Arkea sur ce sprint, on n'a pas vu de maillot d'Arkea. Enfin voilà, c'est un peu comme habituellement autour d'Arnaud Démare, il n'y a pas de train. Et quand il n'y a pas de train cette année, il n'arrive pas à trouver la solution. Il a quand même réussi à sauver son année avec Paris, enfin sauver, je dirais pas ça, mais il a augmenté son compteur de victoires avec Paris-Cheny et le Tour du Poitou-Charentes, mais c'est vrai que l'année 2024 restera pas dans les annales
Du côté d'Arnaud Desmar, 511 points UCI seulement marqués. On est bien loin des résultats des 5-6 dernières années. Du côté d'Arnaud Desmar, il reste encore une année avec Arkea. On verra ce que ça donnera pour le coureur qui a 33 ans. Mais bon, l'année a quand même été très compliquée cette année 2024. Il n'y a pas grand chose qui a fonctionné. Et il y a eu surtout des résultats décevants. Et cette Sparkassen Müsterland Giro en fait partie. Parce que voilà, il n'y a pas grand chose en termes de résultats. Alors il va arriver sur Paris-Tours, qui est sa course favorite, Paris-Tours. On rappelle qu'il l'a déjà remporté à 2 reprises. On verra s'il pourra s'imposer une 3e fois, mais on ne peut pas dire qu'il soit très confiant en ce moment au niveau des résultats, parce que, encore une fois, l'année a été très compliquée et que là, avec un train en place, ça aurait peut-être pu le faire, mais que son équipe autour de lui est quand même très faible dans ce domaine-là, et on ne s'attendait pas à ce que ça soit aussi compliqué du côté d'Arkea pour lancer des sprints. Et cette année, ça a quand même été extrêmement compliqué dans ce domaine-là, donc déçu pour Arnaud Desmar, mais j'ai envie de dire que c'est un petit peu comme le résumé de sa saison du côté du coureur français, du coureur Picard. Bon, eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Pas de vidéo donc pour le Tour de Croatie aujourd'hui, donc nous on se retrouve demain, Paris-Tours, et puis on fera un petit bilan du côté du Tour de Croatie. J'espère que l'étape de demain ne sera pas encore raccourcie, que les conditions climatiques seront meilleures par rapport à aujourd'hui où c'était très compliqué. Allez, ciao ciao sur la Méric Production.